Bon, d'autres produits chimiques industriels et des substances radioactives sont tout autant des éléments auxquels nous pouvons être exposés dans la nature du travail de pompier. Récent sondage, sondage blog qui a été fait dans la revue Fire Engineering, où on sait depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, beaucoup de publicités, de discours sont faits par rapport au danger des fumées et puis l'importance du port de la protection respiratoire post-intervention et dans le déblai. Ils ont posé la question, entre autres, est-ce que je porte un ARI lors du déblai post-incendie? Alors, un groupe de personnes a répondu au blog de façon suivante. Officier d'équipe avait 48 réponses. Non dans 22 cas, oui, port de la protection respiratoire dans 26. 67 pompiers avaient répondu, encore 38 disaient non, je ne porte pas de protection respiratoire lors du déblai, et 29 avaient dit oui. C'est quand même inquiétant, de constater que sur le taux de réponse, 52% disent encore ne pas porter de protection respiratoire lors du déblai, alors que l'on sait et que l'on informe les pompiers que durant cette période de temps, il y a une forte concentration de substances dangereuses. On a encore beaucoup de chemin à faire pour réussir à convaincre les pompiers du danger. Qu'a vécu la Ville de Québec? 400 pompiers, 25 cadres répertoriés, et ça a peut-être changé récemment, mais les données datent du mois de février dernier, 25 cadres répertoriés. Montréal, 2400 pompiers, 70 cas de cancer de répertoriés. Alors, dossier ouvert et pour lequel il y a travail à chercher la reconnaissance et l'indemnisation. Au Québec, 7 cancers sont reconnus. Pour avoir une reconnaissance de ces cancers-là, en fait, c'est une reconnaissance administrative. Demeure encore l'obligation de démontrer le fait que la personne a été pompier durant tout ce temps et durant le temps où elle a été pompier, elle a pu être exposée aux fumées. Donc, il y a des conditions minimales de durée de travail, en fait, auxquelles la personne doit démontrer. Et en Ontario, nos amis, j'en ai énuméré 14 sur la liste, il y en a 3 autres qui se sont ajoutés que le mois dernier. Alors, ils sont à 17 cancers reconnus. Faire juste un peu une différence entre le Québec et l'Ontario. Au Québec, c'est une reconnaissance administrative, donc qui facilite le traitement du dossier de reconnaissance du cancer. En Ontario, c'est une reconnaissance présomptive. De ce fait, je n'ai pas à faire de démonstration. Autre le fait que depuis telle date, je travaille comme pompier, ça fait tant d'années que je travaille comme pompier, j'ai tel cancer, la reconnaissance, elle est immédiate et présomptive, et de ce fait, je bénéficie des avantages de compensation qui sont prévus à la loi pour m'aider à passer au travers de la situation. Prochaine. Donc, de ce fait, les cancers, ils sont là, ils sont présents de façon plus importante chez les pompiers que la population générale. Que pouvons-nous faire pour réussir à réduire l'occurrence? Le risque zéro n'existe pas. Il n'y aura pas de moyen qu'on puisse mettre en place, hormis le fait de ne plus être pompier, quoi, et de ne plus aller combattre des incendies. Or, le risque zéro n'existe pas. Sachant cela, le statu quo, c'est inacceptable. Tout ce qui se situe entre les deux fera en sorte qu'on améliorera notre sort. Chaque moyen, chaque mesure qui sera tenue en compte et réalisée fera... Alors donc, chaque moyen qu'on mettra en place aura pour effet d'améliorer notre sort et fera en sorte que l'on puisse survivre plus longtemps sans avoir potentiellement à combattre un cancer. Donc, comment on peut réduire l'incidence des cancers? Comment réduire son propre facteur de risque? Je vais en parler parce qu'en fait, il y a aussi nous sur lesquels on doit travailler. Je me permets toujours de dire, en fait, le pire ennemi à la prévention des cancers, c'est nous-mêmes. Le pompier. Le pompier qui ne veut pas y croire, le pompier qui ne veut rien faire, le pompier qui s'y oppose. Il y a sûrement parmi nous des pompiers qui, par habitude, ou des humains qui, par habitude, ne sont jamais favorables aux règles édictées, aux mesures que l'on préconise. En fait, on s'oppose à nos parents, donc ça peut continuer à courir dans notre vie au courant, au normal. Alors donc, nécessairement, les services d'incendie qui vont mettre en place des mesures. Je me suis permis de saluer la décision du 77 récemment, qui n'en plaise ou déplaise à d'aucuns, mais le port de la barbe et l'ARI, ça ne va pas ensemble. Nullement. Chez nous, cette situation a été réglée en 90. Depuis 1990, port de l'ARI, barbe, c'est 0.
Un pompier qui entre au travail et qui a une pilosité faciale, suspension. Tu vas chez toi, tu réfléchis, et tu reviendras un autre jour quand tu seras rasé. Alors, mais il a fallu se rendre jusque-là pour faire en sorte qu'aujourd'hui, ben, je ne surprends jamais un pompier au travail avec la barbe. Et il n'y a pas de question à se poser. Alors, je peux comprendre que lorsqu'on arrive avec un concept semblable, bon, ça peut ébranler les colonnes du temple, ouais, mais je suis convaincu, vous vous y ferez, et tout ça, c'est pas dans l'intérêt d'attaquer les droits et les libertés individuelles de chacun, c'est dans votre intérêt de votre santé et d'assurer que vous puissiez pouvoir utiliser adéquatement une protection, un outil de protection pour permettre à votre vie de mieux s'en sortir. Alors, comment réduire l'exposition aux contaminants sont l'autre sujet qu'on va traiter. Donc, chaque gramme de prévention équivaut à 1 kg dans la santé. Donc, chaque moyen va compter. Et je me permets de croire que ce n'est pas un effet d'addition, c'est un effet multiplicateur. Chaque action que l'on crée, que l'on met en place, fait en sorte qu'elle vient renforcer la première, et du coup, au total, ce ne sera pas 1 plus 1 égalera 2, ce sera probablement 1 fois 1 qui va égaler 3. Alors, je vous propose les moyens suivants. Vas-y. Donc, il y a des facteurs aggravants connus et sur lesquels nous pouvons trouver solutions et moyens pour arriver à contrôler, alors que d'autres, ben, il y a peu de choses qu'on peut faire. Dans les facteurs personnels, la génétique de l'individu, son âge, ben, il y a peu de choses qu'on peut faire. Nécessairement, plus on prend en âge, plus on est à risque. Le système immunitaire de défense devient un peu moins performant avec le temps et donc, on est peut-être plus susceptible à. Toutefois, le tabagisme et son contact secondaire, ben, ça, on contrôle. On veut fumer ou on ne fume pas. Je constate en France un taux de tabagisme relativement élevé. Or, ça a peut-être son lot de conséquences. L'embonpoint, mauvaise alimentation, encore là, c'est propre à nous. On s'assure d'avoir une alimentation saine, équilibrée, appropriée ou non, ça nous appartient, mais sur lequel on peut avoir le contrôle. Les hauts taux de cholestérol sont généralement associés à notre alimentation. Ça peut être aussi un problème de santé personnelle. Il existe des moyens pour pouvoir réussir à contrôler le cholestérol. Oui, il y a la médicamentation qui nous permet de pouvoir réduire le risque. Alors donc, c'est le contrôle médical et c'est de savoir prendre ces médicaments de façon appropriée. Le diabète, la même chose. Il y a moyen de pouvoir contrôler. Les abus d'alcool, on contrôle ou on ne contrôle pas. L'exposition aux polluants, aux pesticides, ne serait-ce que de laver vos fruits et vos légumes avant de les consommer, déjà là, vous allez vous aider. Peut-être certains d'entre vous prennent les légumes du marché, arrivent à la maison et on s'en sert déjà. Alors donc, il y a peut-être une petite dose de pesticides ici et là, mais bon, on ne peut pas nécessairement réussir à éliminer l'exposition pour autant. Surexposition au soleil, encore là la même chose, c'est beau, on va dans le sud, on aime bien, mais bon, faire le lézard sur la plage pendant des heures, ben, ça a ses conséquences. Facteurs liés au travail, les années de service, forcément c'est l'exposition, le travail, l'épuisement, les voies d'absorption protégées, bien protégées ou mal protégées qu'on a à tenir en compte, la qualité de la protection qui nous est fournie, et je me permets de croire que le SDIS Seine-Maritime, vous fournissez des EPI qui sont top qualité, enfin, de ce que j'ai vu, et sont comparables et supérieurs à tout ce qui existe. La fréquence des expositions, forcément, il y a peu ou pas de contrôle là-dessus, mais donc, encore là, la durée d'exposition, la nature des contaminants, la concentration des contaminants et l'interaction des contaminants. Et derrière ça, il y a tous les moyens et les EPI qu'on peut utiliser pour réduire l'exposition à ces contaminants. Donc, dans ma vie personnelle, ce que je peux faire, c'est d'avoir une hygiène de vie qui soit appropriée, d'avoir un examen médical complet au moins une fois par année, et au niveau de ma vie professionnelle, c'est d'implanter et d'appliquer des normes et des méthodes et procédés de travail sécuritaires. Donc, c'est de les respecter. Si la direction du département décide de mettre en place des moyens et des mesures, ce n'est pas nécessairement des questionner ou de s'y opposer, c'est de les appliquer et de les réaliser.
d'utiliser adéquatement les équipements de sécurité personnelle et de limiter son exposition aux substances à risque. Ce que ça veut dire aussi, c'est peut-être d'éviter d'être aussi curieux et peut-être de vouloir aller voir ce qui se passe à l'intérieur alors que je n'ai pas besoin d'entrer à l'intérieur d'un bâtiment qui a été incendié, par exemple. Alors, chaque fois que vous entrez en contact avec les fumées, ben, nécessairement, c'est une dose de plus auquel vous exposez. Dire, ouais, mais si je veux apprendre, j'ai peut-être besoin de voir, ben, peut-être filmer, peut-être prendre des photos. Mais bon, c'est toujours de reconsidérer. Est-ce que j'ai besoin de m'exposer? Donc, les ports d'entrée que l'on connaît, l'inhalation, l'absorption cutanée et l'ingestion. Donc, les mesures de protection et d'hygiène doivent s'appliquer. Elles sont connues et elles sont reconnues. Alors, donc, je vous disais au niveau des actions préventives qu'on peut mettre en place, il y a les facteurs de risque que je vous ai parlé qui sont prépondérants. Notre hygiène de vie, que l'on peut avoir un certain contrôle. Maintenant, on va travailler dans les zones rouges, soit le matériel et les équipements, et les méthodes et les procédés. Pour faire une petite parenthèse sur les moyens qu'on a mis en place et ce qu'on a utilisé chez nous, nous avons séquestré durant une semaine, j'utilise le mot séquestré, bon, je les ai enfermés, ils devaient trouver une solution. Donc, un lundi matin, 11 pompiers, tout rangs confondus, ont été enfermés. Ils disposaient de 40 heures pour trouver des solutions pour réduire l'exposition au risque des contaminants. Ils devaient atteindre un objectif qu'on puisse mettre en place 80% des mesures les plus reconnues en incendie pour réussir à réduire l'exposition et, de surcroît, amènera éventuellement la réduction des cancers chez les pompiers. Donc, ce travail a été bien fait. Au bout de la semaine, ils sont arrivés avec des solutions. Ils ont fait rapport à la direction du service d'incendie et par la suite disposaient de 10 semaines plutôt pour se préparer et de 4 semaines pour implanter. Nous sommes sur la fin du processus d'implantation. Cette mesure a débuté en janvier et elle se finit présentement par la mise en place d'une série de mesures et de moyens qui amènent des correctifs au niveau des directives et des doctrines à l'intérieur de notre service, la mise en place de mesures et de pratiques qui viennent changer le comportement et notre manière de faire au niveau d'intervention et qui sont des solutions qui sont pragmatiques parce que ce sont les pompiers qui y ont pensé pour les pompiers. Et ce sont même eux qui font la tournée de chacune des équipes pour assurer la livraison du message, pour qu'elle soit cohérente et qu'elle se colle. Donc, les étapes qui ont été franchies sont les suivantes, ce que je viens tout juste de vous mentionner. On va passer à la prochaine. Donc, ce que l'on a cherché à faire, c'est de trouver des solutions qui ont un maximum d'impact pour un minimum d'efforts, sachant que l'humain, par défaut, n'aime pas trop les efforts. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut faire en sorte, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place pour faire en sorte de maximiser les résultats? Donc, on a travaillé dans le domaine de la partie du haut, donc le plus d'impact, le moins d'efforts, et dans certains cas, le plus d'impact et le plus d'efforts. Et le plus d'efforts aussi, on peut l'associer à l'effort financier. Et on a voulu, et on leur a donné la directive qu'ils devaient dépenser le moins d'argent possible. Donc, on a facilement la pensée magique vers le matériel. On doit changer les tenues de feu, on doit changer les cagoules, on doit changer les RI, on doit faire ci, on doit faire ça, acheter un nouveau camion machin et la douche de décontamination. Et a priori, ça ne devait pas partir par là. Première chose, changer nos propres comportements. On doit investir à changer le comportement de nos pompiers. Donc, c'est formation, information, suivi, sensibilisation auprès de nos personnels pour s'assurer qu'ils comprennent bien le message, qu'ils comprennent bien pourquoi on le fait et pour qui on le fait. Et comment nous le ferons et comment nécessairement ça doit se traduire sur le terrain par des actions qui sont prises en compte à chaque fois qu'ils sont exposés. Donc, on s'est permis de segmenter le processus d'intervention et on a déterminé 13 étapes dans l'intervention partant de l'appel d'intervention jusqu'à la fin, soit le nettoyage des personnels en caserne. Donc, on a tout le processus. Et de cela, on a identifié 4 zones, qui représentent un niveau de risque le plus élevé, sachant pour autant que durant le combat d'incendie, c'est probablement là qu'on retrouve le pic de l'exposition ou de la quantité de substances toxiques qui est produite. Toutefois, c'est aussi durant cette étape qu'on est généralement le mieux protégé, qu'on porte l'ARI pleinement, qu'on porte les EPI pleinement et qui fasse en sorte qu'on est top au niveau de la protection. Toutefois, la tension, elle relâche et c'est là qu'on commence un peu plus à être à l'aise
dans l'intervention, c'est une fois l'intervention, le combat d'incendie proprement dit fait. Donc, dans la relève et le soutien sanitaire, or, je sors de l'intervention et je me rends pour aller prendre un coup d'eau, par exemple, pour aller changer ma bouteille d'aérie. Alors, c'est à cette occasion, peut-être que je retire mon casque, retire ma cagoule, retire mes gants, puis là, je m'essuie parce que j'ai chaud et que là, je transporte des contaminants et j'expose ma peau encore plus. C'est peut-être là aussi que je me prends une bouteille d'eau avec les mains sales et peut-être je n'ai même pas enlevé mes gants avant même de la prendre et puis je prends mon coup d'eau, et je viens porter des contaminants au visage. Finalisation et déblai. La recherche des causes et circonstances et la récupération du matériel post-intervention sont les 4 secteurs dans lesquels, ou 4 étapes de l'intervention pour lesquelles notre groupe de travail s'est concentré à trouver des solutions. Et ce que je vais vous parler présente des réponses principalement à ces 4 étapes-là. Alors donc, établir des procédures claires et des bonnes pratiques applicables, voir la formation obligatoire de notre personnel sur les enjeux, les comportements, les normes et les procédures, maximiser le port des EPI adaptés à la situation de travail, ce qui nous amène à repenser, par exemple, est-ce que ma cagoule, j'ai toujours à porter ma cagoule, ou je devrais porter ma cagoule seulement quand je vais au feu, ou du moins lorsqu'il y a un risque thermique. Chez nous, vous comprendrez qu'avec la météo, il fait fret. L'hiver, il fait moins 40, avec un bon vent. Alors donc, la cagoule ne sert pas seulement à nous protéger contre les effets thermiques de la chaleur d'incendie, mais aussi elle nous protège contre le froid. Et on a tendance à utiliser la cagoule en intervention, par exemple, un AVP. On va se servir de la cagoule sous notre casque et avec notre tenue de feu pour nous protéger contre les effets du froid. Mais c'est probablement pas le meilleur moment de porter sa cagoule. Parce qu'en fait, ma cagoule, si elle n'était pas lavée, et ce qui est maintenant le cas, mais dans le passé, quand est-ce qu'on faisait le lavage de notre cagoule? Pas nécessairement après chaque intervention. Donc, il y avait des contaminants qui étaient nécessairement emprisonnés et sachant que l'augmentation de la température, les pores de peau du cou vont s'ouvrir, dégagement des contaminants et absorption. On s'est probablement permis d'absorber des contaminants dans le passé de façon substantiellement plus élevée qu'on aurait dû. Réduction des expositions inutiles, donc éviter d'entrer dans la zone de feu s'il n'est pas nécessaire. Préparation des lieux pré-enquête d'incendie. Nettoyage systématique des tenues souillées, liste de vérification post-intervention pour le contrôle. Et surtout, le point numéro 9 qu'on a mis en place, c'est la mesure. Je fais juste une petite parenthèse sur nos rapports d'événements ou d'intervention. Il y aura une question les pompiers ont-ils été exposés à la fumée? S'ils cliquent oui, un champ de questions va s'ouvrir. Et dans ces questions, on va revenir sur tous les moyens qu'on a préconisés sur intervention et on leur demandera, avez-vous appliqué telle mesure? Oui, ça va bien. S'ils ont dit non, ils doivent répondre pourquoi. 4 fois par année, notre groupe va se réunir pour analyser les non. Les non, pourquoi? Et pour voir si nos mesures qu'on préconise sont-elles efficaces ou non, sont-elles pragmatiques ou non. Et revoir notre manière de faire dans un processus d'amélioration continue. Donc, allons-y. Donc, les meilleures pratiques, à ce jour, sont les suivantes. Du moins, c'est celles que l'on croit les plus prometteuses. Alors, je reviens sur l'éducation de nos personnels. Donc, l'obligation d'amener notre personnel à comprendre quels sont les dangers des fumées. Pourquoi on fait cela? Comment se fait-il que les fumées d'aujourd'hui par rapport aux fumées du passé, elles sont différentes? On doit commencer dès la formation d'introduction des pompiers dans nos services d'incendie et nécessairement informer tout le reste du personnel. Alors donc, on doit les sensibiliser et démontrer notre fermeté comme organisation, votre fermeté comme organisation, à mettre en place des moyens, des mesures préventives pour assurer leur santé et leur sécurité. Le moyen le plus efficace qu'il demeure sera la protection respiratoire. Le port d'entrée principal des contaminants dans le corps humain sera les voies respiratoires. Forcément, le port de l'aérie, tôt en intervention jusqu'au plus tard dans l'intervention, fera en sorte qu'on limitera de façon importante et significative l'absorption des contaminants. Et pour pouvoir réussir à fonctionner de façon très efficace, et je me suis permis la petite note dans le bas, le port de la barbe et de l'aérie, c'est incompatible. Alors, si on veut assurer une étanchéité et de plus d'assurer une durée utilitaire opérationnelle efficace de notre aérie, le port de la barbe n'est pas à être considéré. Au niveau de la recherche des causes et circonstances d'incendie, jusqu'à tout récemment, je dis jusqu'à tout récemment, c'est ce qui est encore effectif chez nous, le port d'aérie doit être utilisé lors de l'enquête incendie.
Malgré que l'on fasse ventilation, qu'on laisse un temps de désorption, dans les 2 à 3 heures qui suivent l'intervention, on demande le port de la RI. Et si l'enquêteur doit nécessairement brasser, bouger le contenu dans l'immeuble pour poursuivre son enquête, il doit porter la RI, même passer les 3 à 4 heures. Alors, la désorption peut prendre un certain temps. Je me permets d'ouvrir une certaine parenthèse sur la norme NFPA 1500, qui est la norme sur la santé et sécurité au travail chez les pompiers américains, nord-américains. Peut-être, dans certains cas, vous pouvez y faire référence, mais ils ont introduit la notion du masque à cartouche chimique comme moyen de protection respiratoire durant l'enquête incendie. Après avoir ventilé l'immeuble, après avoir laissé un temps de désorption, le masque à cartouche pourrait être utilisé. C'est encore sur la planche à dessin. On verra si éventuellement on y aboutira. Sachant que la cartouche chimique ne protège pas contre tous les risques. La cagoule, sachant que, je vous disais, la température qui augmente aura pour effet d'augmenter la température de la peau et favoriser l'absorption des contaminants. Donc, il y a une forte concentration de contaminants dans la cagoule. Il y a lieu de reconsidérer la manière qu'on utilise la cagoule. Est-ce que c'est le moyen de protection efficace qui devrait être utilisé dans chaque circonstance? Et la prochaine nous amène à comprendre que, de ce fait, nous devrions mettre en place des moyens et des mesures pour pouvoir remplacer périodiquement la cagoule. À titre d'exemple, au service d'incendie de Lévis, nous avons institué une pratique qui, après la consommation de 2 bouteilles d'ARI, on remplace la cagoule. Donc, il y aura au véhicule avec les bouteilles d'air un bac pour les cagoules sales et un bac avec des cagoules propres. Et donc, à la 2e bouteille, le pompier, lorsqu'il ira remplacer sa bouteille, devra balancer sa cagoule dans le bac de la cagoule, prendre une lingette savonneuse humide, se laver la région du cou et les mains, faire enfiler une nouvelle bouteille, enfiler une nouvelle cagoule et il repart en intervention. Alors, c'est un moyen que nous avons mis en place qui répond, à notre avis, à notre situation. C'est un moyen que vous pourriez envisager à 2, à 3, à 4, à la première. Certains nous ont posé la question, mais pourquoi pas à chaque bouteille? C'est peut-être pas nécessairement opérationnellement favorable à chaque bouteille. Ça nous demanderait peut-être un lot de cagoule extraordinairement grand. Je vous disais, risque zéro n'existe pas, statu quo inacceptable. Quels sont les moyens entre les deux que je peux faire qui saura faire en sorte qu'on réduira notre exposition? Vous pourriez mettre en place ces moyens. Je sais par ailleurs, simplement, je ferme la parenthèse sur les cagoules, il y a beaucoup de recherche et de développement sur ce volet. Il y a des compagnies américaines qui travaillent à modifier le textile des cagoules pour créer des écrans bloquants et réduire le passage potentiel des substances. Toutefois, ce qui me préoccupe et je souhaite voir des résultats, on sait que le cerveau, pas le cerveau, mais la tête plutôt, elle régule la température et du corps. Et donc, si on se met une protection thermique trop étanche, est-ce que ça aura pour effet d'augmenter la température à l'intérieur de la tête et peut-être se causer des soucis de santé qui sont contraires, peut-être s'amener jusqu'à des étourdissements, des pertes de conscience momentanées parce que le corps ne réussit plus à nécessairement réguler sa température? Alors, on a à penser à ça. Parce qu'en fait, dans certains cas, je me permets de croire que dans l'excès des moyens de protection, si on ne prend pas en compte un peu le balancier des pour et des contre, on peut peut-être se créer d'autres soucis. Mais n'empêche, il faut trouver moyen de réduire la durée, le temps à laquelle les contaminants sont en contact avec la peau. Donc ça peut être, je retire ma cagoule, je me lave le visage, je remets ma cagoule et j'entre. Déjà, j'ai amélioré mon sort. Est-ce que remplacer ma cagoule, remettre une cagoule propre, j'améliore mon sort encore plus? Peut-être. Les solutions sont à votre disposition et à envisager. Des contaminations grossières ou des contaminations primaires sur le site d'intervention. Donc, c'est le rinçage de la tenue de feu. Alors, des études démontrent que le simple brossage des contaminants en surface, déjà, on réduit la quantité de contaminants qui se désorberont et qui, nécessairement, ont pour effet d'être absorbés par le pompier qui n'aura pas de protection respiratoire. Le rinçage fait la dilution des substances. Encore là, j'augmente encore plus la quantité, je réduis encore plus la quantité de contaminants sur la surface. Et l'utilisation de détergents, chez nous, on utilise du savon à vaisselle qu'on vient ajouter à l'eau. Donc, rinçage, on brosse avec du savon à vaisselle, on rince à nouveau.
Et nécessairement, ce n'est pas beaucoup de savon à vaisselle, c'est une certaine quantité, sinon on fera un bonhomme de neige, on connaît bien. Et le pompier repart. Bon, est-ce que cette méthode est appliquée en tout temps? Je vous ai dit, chez nous, l'hiver, il fait fret. Alors donc, l'utilisation de l'eau sur les tenues de feu à moins 40, on fait des bonhommes de glace. Alors donc, plutôt l'hiver, ce qu'on fera, c'est simplement le brossage. Et on retourne en caserne. Et en caserne, pour embarquer dans le véhicule, pour réduire la contamination croisée, je vous montrerai un peu plus loin, on va utiliser des couvre-sièges qui sont comparables aux couvre-sièges qu'ils utilisent dans les ateliers de mécanique pour éviter de salir votre voiture lorsqu'ils font l'entretien mécanique de votre voiture. Alors donc, on a le même type de couvre-siège qui sera mis en place pour éviter de transférer des contaminants de nos tenues de feu à la surface tissu de nos sièges. Alors c'est un moyen qui peut être utilisé. Alors que donc en hiver, on fera cela à sec, alors que l'été, on le fera mouillé. Alors nécessairement, c'est de savoir adapter nos mesures, c'est d'avoir cette intelligence, cette capacité de réflexion et de jugement qui fasse en sorte que les techniques et les moyens qu'on utilise, l'été, je sais que je serai capable de mettre en place un maximum de moyens et de mesures pour réduire de façon encore plus importante mon exposition au risque, alors que, en fonction de la météo et des conditions atmosphériques dans lesquelles j'ai à travailler, je saurai adapter et de faire en sorte que je ferai autrement, mais qui, encore là, ne sera pas le statu quo. On va pour la prochaine. Lavage rapide du visage, voici UV de la surface de la peau exposée à des contaminants. Donc on voit l'importance par la couleur plus pâle des régions qui sont, et on peut distinguer facilement le port de l'aérie au niveau du visage, malgré qu'il y a quand même du blanc autour du nez, on peut se douter ce qu'il y a fait. Mais au niveau du cou, on voit la région qui est exposée. Alors donc le lavage du cou devient, c'est un endroit qui est moins bien protégé avec les EPI dont on possède. C'est la même chose au niveau de la tenue de feu. Si le manteau de votre tenue de feu n'est pas bien attaché et le rabat est bien fermé et tout, en fait, on voit la différence entre la photo du haut qui est bien attachée et la photo du bas qui démontre nécessairement une exposition. Alors au niveau du cou et aussi au niveau du ventre. Alors l'interconnexion entre le pantalon et le manteau. Alors, encore là, le port des EPI, la notion de bien porter son EPI, bien fermé, bien attaché, les rabats qui sont bien placés, la cagoule qui est bien placée et calée à l'intérieur du manteau plutôt que de laisser loose par-dessus le manteau, fera en sorte qu'on va améliorer notre sort. La même chose au niveau de la jonction entre la manche du manteau et vos gants. Mais ce que j'ai pu constater, en fait, je ne sais pas si c'est le type de gants que vous utilisez, mais ce que je fais à l'Ardeuil, j'ai pu constater que vos gants ont tendance à avoir un manchon qui dépasse par-dessus le manteau. C'est le cas ici? OK. Ce qu'on n'a pas chez nous. Et c'est en réflexion. Voir si on ne peut pas influencer le marché chez nous et de voir à produire des gants qui sont similaires aux vôtres et qui assurent une meilleure continuité de l'étanchéité ou du recouvrement entre la manche et le gant. Et, parce qu'en fait, même chez nous, il y a constat de brûlure au niveau du poignet, en travaillant entre autres à bout de bras, et pour lequel nécessairement la manche, elle s'étire un peu, expose le poignet, et puis il y a danger. Voilà la prochaine. Donc, la notion de laver régulièrement son EPI, bon, c'est peut-être la photo, elle est peut-être un peu intense, là, mais bon, c'était la belle image du pompier brave et courageux. C'était celui dont la tenue de feu, elle était sale. Alors, et encore aujourd'hui, avoir une tenue de feu toute neuve, je ne veux pas passer pour le premier. Hein. Alors donc, la première intervention, que ce soit un feu de poubelle, je me balance dedans et puis je me salis. Alors, mais ça, il faut que ça soit chose du passé. On tend à mettre en place un concours de la tenue de feu la plus propre. Inciter les pompiers à entretenir leur tenue de feu et de faire en sorte qu'elle soit toujours nickel. Alors, et c'est la solution qu'on doit mettre de l'avant. Et ce n'est pas seulement que le vêtement de la tenue de feu, mais c'est le casque, c'est les gants, c'est les bottes. Alors forcément, tous les EPI doivent être tenus de façon très propre. Alors éviter l'agglomération des contaminants à l'intérieur des différentes couches des tissus. La surface d'usure, du moins la coquille extérieure de notre vêtement, se nettoie relativement facilement et généralement elle est imperméable. Alors, mais toutefois, la doublure thermique et la membrane respirante qui est à l'intérieur sont plus difficiles à pouvoir laver et à nettoyer, donc on doit y porter un peu plus d'attention. Or, donc, le lavage permet de retirer plus de 95% des substances qui peuvent être contenues dans le vêtement, sans compter que la désorption finira éventuellement le reste.
Mais la désorption, si je veux laisser mon vêtement là et puis je le laisse aller, ça prend plusieurs heures avant que les contaminants aient complètement dégagé, et même encore là, il y en restera toujours, surtout s'il y a des suies qui sont en surface des tissus. Dans le déblai, c'est encore aujourd'hui l'étape pour laquelle on porte moins d'attention, mais on est fatigué, ça fait un certain temps qu'on intervient et tout, le poids de l'aérie, bon, ça y compte pour beaucoup. Aussi, on baisse les gardes parce que l'intervention, ben, le feu, il est contrôlé et tout. Bon, on veut relaxer un peu, ben, on fait notre travail. C'est le moment où souvent, comme dans le film Backdraft, on sort la clope. Et puis, c'est une mauvaise image, ça. Et donc, on baisse les gardes et c'est peut-être là que se trouve la plus haute source, la plus grande source de risque au niveau de l'absorption des contaminants. Et je vous incite fortement à tenir en compte la protection respiratoire lors du déblai. Et donc de poursuivre le port de la protection respiratoire et de voir peut-être, la mesure dans laquelle on s'est engagé chez nous, c'est de faire une rotation de personnel. Et de voir prendre des sources fraîches qui sont en caserne, en fait dans un autre centre de secours, le cas échéant c'est chez vous, qui viennent sur le feu et ils font le déblai. Chez nous, on a une tendance à dire c'est mon feu, je le finis. Ben, maintenant, on brise cette pratique. Ce n'est plus ton feu, c'est le feu du département, du service, c'est à tout le monde. Et oui, tu as fait le travail que tu avais à faire. Ta tâche, c'était de contrôler l'incendie. Maintenant, c'est fait. Retourne à la caserne, va te doucher, va te changer, va manger, va t'abreuver. Quelqu'un d'autre viendra prendre le relève, compléter l'extinction de l'incendie, en fait, le déblai, fera la recherche de cause et circonstances, fera le ramassage des équipements. Et oui, ce sera le sale job à faire, mais ça sera son job. Et puis, bon, voilà. Et ça sera... je vois que ça vous fait jaser un peu. Je touche une corde sensible. Je sens. Mais c'est bon, je suis là pour me provoquer un peu. On ne me connaît pas pour ma langue de bois. Alors donc, nécessairement, on sait que les contaminants sont en forte concentration lors du déblai. Il y a nécessairement une attention particulière qu'on doit apporter à ce moment et de faire en sorte qu'on puisse réduire notre exposition aux contaminants. Toujours dans le contexte, je veux réduire l'exposition. L'exposition zéro n'existera pas. Mais comment je peux faire pour faire en sorte que j'en absorbe le moins? Dans le secteur ravitaillement, vous utilisez REHAB ou soutien sanitaire? Oui, soutien sanitaire. Donc, dans la période de soutien sanitaire, nécessairement, dans cette zone du soutien sanitaire, il y a des mesures à prendre en compte. Et donc, avant même de toucher à quoi que ce soit, se laver les mains, se laver le visage, avant de manger. On tend à faire en sorte que nos personnels, maintenant, ne mangent plus sur une scène d'intervention. On tend à les relever au feu pour les ramener en caserne. Bon, peut-être ça se prête bien chez nous, peut-être pas chez vous, il y a peut-être des moyens. Entre autres parce que l'hiver, chez nous, c'est pas nécessairement évident de faire en sorte que le pompier se dévêtisse, tente de laisser ses vêtements qui se désorbent à l'extérieur de la zone dans laquelle je vais consommer des aliments ou boire de l'eau pour tenter de réduire la durée d'exposition ou la quantité d'exposition aux contaminants. Alors, on n'a pas pu mettre en place encore aujourd'hui, je vous dirais, peut-être le bus hyper aménagé avec la zone contaminée à l'avant, la zone non contaminée à l'arrière, et pour lequel il y a un passage d'une zone à l'autre qui sait peut-être un jour on saura. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, on doit trouver des solutions et celle-là se prête bien à nous. Mais sur intervention, prendre un coup d'eau, avant de le faire, il doit retirer ses gants, doit se laver les mains, doit se laver retirer son casque et sa cagoule, laver son visage avant de prendre un petit coup d'eau et de manger, par exemple, une barre de céréales. Or, autre élément, changer ses vêtements d'uniforme. C'est beau la tenue de feu, mais il faut tenir en compte que le collet de vos polos, par exemple, ils auront absorbé des contaminants. Alors, le polo que vous avez porté au feu, lorsque vous revenez en caserne, voir à le remplacer. Alors, encore là, pourquoi? Le col du polo, il est en contact avec le cou. Nécessairement, c'est une région qu'on sait sensible. Donc, voir à trouver moyen de remplacer vos vêtements. Et je suis convaincu que, vous n'avez pas qu'un seul polo. Alors, il y a moyen de pouvoir faire cette rotation et ce changement relativement rapidement une fois de retour au centre de secours, par exemple. Prendre une douche le plus rapidement possible. Le douchage permet de pouvoir nécessairement décoller les contaminants. Je suis convaincu, en parlant des pompiers, durant combien de jours vos cheveux sentent le feu. Alors donc, on peut s'imaginer comment est-ce qu'on a absorbé de contaminants et qui est encore présent. On a beau se laver la tête une fois, deux fois, trois fois.
Donc, si on ne le fait pas post-intervention et dans les meilleurs délais, seulement on permet à ces contaminants d'entrer, de s'incruster encore plus à l'intérieur de notre peau. Alors, le douchage est un élément clé. Et le douchage, ce n'est pas que la caserne est HS. Chez nous, la douche se fait en rotation. Alors donc, sur une équipe de 6 pompiers, il y en a un qui était à la douche, 6 pompiers, il y en a un qui était à la douche, 5 autres, ils continuent à remettre le véhicule en service. Dès qu'il a terminé, c'est un autre qui prend sa place. Simplement faire en sorte que le plus rapidement possible, l'ensemble des personnels d'une caserne se sera douché, aura revêti des vêtements qui sont propres, et puis poursuivre le travail. Alors donc, c'est moyen à mettre en place. Par rapport à la douche, je vous recommande fortement de prendre une douche à l'eau fraîche avant de prendre une douche à l'eau chaude. Parce que l'eau chaude a pour effet d'ouvrir les pores de peau. Alors donc, la douche à l'eau fraîche aura pour effet de fermer les pores de peau spontanément, retirer les contaminants en surface, avant de passer à une douche à l'eau plus chaude, confortable, je peux bien croire, et par la suite procéder au lavage. Et ce qui fera en sorte que l'ouverture des pores de peau et le savonnage permettra de pouvoir déloger les contaminants en surface. Le lavage des EPI, donc la tenue de combat et la...